Sixième cours sur donc, les structures juridiques des associations. Nous en sommes dans le règlement d'ordre intérieur, le ROI. Alors, en grand 2, on a vu quel doit être le contenu du ROI. Je vous ai montré que vous prenez les statuts de votre association et puis vous développez, parce que les statuts, c'est très générique. On vous donne les grandes lignes, mais ça n'explique pas comment vous allez fonctionner de manière interne. Vous ne pouvez pas tout mettre dans les statuts. Les statuts, ça doit être assez court, c'est quelques pages des statuts. En général, c'est 2, 3, voire 4, 5 pages maximum. Ça dépend comment vous espacez, mais vous n'allez pas mettre des détails. Par contre, le règlement d'ordre intérieur, c'est votre notice. C'est comment ça fonctionne, comment vous démarrez le moteur, comment vous arrêtez le moteur, où est-ce qu'on rajoute l'essence, où est-ce qu'on purge, où est-ce qu'on fait tout ça. D'accord ? Et c'est exactement l'idée pour votre association. Comment vous allez fonctionner de manière interne. Et ça doit être vous qui avez reçu la vision du Seigneur, qui devait expliquer tout ça aux autres. Ce n'est pas aux autres de vous dire comment vous devez fonctionner. C'est à vous de savoir comment vous voulez fonctionner. Et après, il va falloir transmettre ça au travers d'un texte qui va être légalisé. Et à partir de ça, en Assemblée Générale, reconnu en Assemblée Générale, puis légalisé. Et en fait, à partir de cela, les gens vont savoir, chaque membre doit absolument adhérer au règlement d'ordre intérieur. Tous ceux qui sont membres connaissent les statuts, adhèrent aux statuts, mais aussi au règlement d'ordre intérieur. Donc ça, c'est fondamental. Donc il faut quelque chose, il faut un autre document, c'est ce deuxième document qui est important. Alors, on a vu l'introduction, la raison d'être du ROI, vous expliquez tout ça, la vision, soyez bien clair dans votre vision, expliquez bien, les gens vont suivre votre vision. Ce n'est pas eux qui viennent avec une vision et qui vous disent « Non, non, je vais travailler avec ma vision dans votre association. » C'est vous qui avez une vision. Vous avez fait une association parce que vous devez avoir pignon sur rue, vous devez avoir une vitrine pour fonctionner dans votre ministère. Et maintenant, les gens qui vont adhérer à votre vision doivent savoir où vous voulez aller. Donc, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, qui est quoi, comment ça s'est passé au départ, etc., etc. Et c'est vous qui avez vécu l'expérience avec le Seigneur qui a fait que vous avez été revêtu de votre onction et vous avez démarré le ministère. Donc, les gens vont vous suivre avec ce récipient juridique parce que vous en avez besoin pour fonctionner légalement. Alors, on a vu la description du ministère, qu'est-ce qu'il faut mettre, l'organigramme, comment vous êtes structuré, faites attention aussi à cela. Ensuite, la qualité de membre, l'adhésion, on a vu que ça c'est très très sensible, c'est un domaine ultra sensible et dans lequel vous devez être extrêmement strict. Ce n'est pas de la dictature, mais il faut que vous soyez en charge, que vous soyez au contrôle, au volant de votre association, c'est indispensable. Donc tous les gens qui viennent dans votre association, ça doit être des gens que vous, en tant que personne, en tant que pasteur, vous allez approuver. Si vous avez un moyen, s'il y a un moyen par lequel les gens peuvent passer à côté de ça, comme dans les associations d'une manière classique, vous allez vous retrouver avec des problèmes. Ça, je tiens à vous le dire. Parce que le jour où vous aurez bien travaillé, il y en aura qui voudront venir pour manger. Manger ce qu'ils n'ont pas semé, je tiens à vous le dire. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et tristement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, qui veulent manger ce qu'ils n'ont pas semé. Ce qui est une mentalité contraire au royaume de Dieu. Donc c'est vous qui avez peiné, c'est vous qui avez reçu du Seigneur, c'est vous qui avez peiné, c'est vous qui avez mis les premiers trucs, c'est vous qui avez tout fait pour que les choses fonctionnent. Le jour où ça fonctionne, c'est pas là où il faut qu'il y ait des gens qui viennent et qui récupèrent tout. Simplement parce qu'ils sont mal intentionnés, parce que vous étiez bien gentil, vous aviez un joli sourire. Eh bien oui, sauf que vous êtes fait avoir. D'accord ? C'est triste à dire, mais il faut savoir se protéger. Et dans le ministère, se protéger, c'est important, parce que ce n'est pas seulement vous que vous protégez, c'est la vision que le Seigneur vous a donnée. Et vous ne pouvez pas laisser partir la vision du Seigneur n'importe comment. Alors bien sûr, Dieu vous défendra dans ces cas-là. Je tiens à vous le dire. Si vous faites une erreur, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés, mais ça sera au prix de conflits. Et c'est ça qu'il faut éviter, justement, des conflits internes. Il y a des choses qui perdurent pendant des années comme ça, où il y a des pasteurs qui sont en conflit, ils ont devant eux des gens, ils prêchent devant quelques personnes qui se mettent excusez-moi, au premier rang, etc., ou au deuxième rang, et qui sont comme ça, et qui les regardent comme ça, en disant j'aurai ta peau, j'aurai ta peau, j'aurai ta peau. C'est très bien pour exercer le ministère comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, ça se passe dans certaines églises, c'est épouvantable. Vous ne pourrez jamais exercer un ministère où vous avez des gens qui sont là délibérément. Vous savez que vous avez une assemblée générale 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, et ils vont venir, entre guillemets, avec des fusils. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour vous tirer dessus de partout. Pour aller mettre, pour amplifier tous les moindres faux pas que vous allez faire. Non, ça, c'est pas gérable. Donc il faut que vous fassiez attention. Et c'est triste, mais il y a des gens qui sont comme ça. Je tiens à vous le dire. Il y a des Judas dans le ministère, ça, je tiens à vous le dire. Ça existe. Et les descendants de Judas ne sont pas morts, je vous rappelle. Les descendants des pharisiens non plus, mais les descendants de Judas non plus. D'accord ? Alors, donc là, vous devez contrôler les entrées. Les entrées, c'est très important. Vous devez mettre tous les articles et les petits trucs que je vous ai expliqués, les convocations écrites, les demandes écrites au représentant légal, mais ça doit rester à votre discrétion. C'est-à-dire, c'est vous qui dites oui, je présenterai cette candidature en assemblée générale, ou non, je ne la présenterai pas.
Et ça doit être de votre ressort unique. Si en tant que pasteur visionnaire, vous avez des gens, je vous dis, qui s'introduisent dans votre association et qui ne sont mal intentionnés, vous allez jouer à la démocratie où les gens vont faire rentrer tout un tas de personnes qui sont gagnées à leur cause, ni plus ni moins, pour vous chercher des histoires. Et vous ne pouvez pas vous permettre ce luxe. Donc, vous limitez, et c'est volontaire, et vous le faites clairement comprendre aux gens. Le mieux, c'est de le faire comprendre au départ, parce que malheureusement, si vous le faites comprendre plus tard, c'est pas facile, parce que les gens souvent ne comprennent pas. Je vous dis, beaucoup de chrétiens se mettent dans les associations, ils ne comprennent rien aux associations, surtout aux associations chrétiennes. Tant que c'est une association, je dirais, où il n'y a pas un des 5 ministères, bon, ça va, on peut changer le représentant légal, on peut changer les dirigeants, on peut changer tel truc, on peut changer la façon de faire, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez reçu une vision du ciel et que vous devez accomplir cette vision, là, on ne peut pas changer. Donc il faut vous sécuriser. Mais malheureusement, avec l'association, le système associatif, on peut normalement tout changer. Le système associatif, si vous avez des gens qui savent bien le manipuler, ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Ce qu'ils en veulent, parce que c'est la démocratie. Donc c'est très facile. C'est même pas une question d'argent, c'est simplement une question de pouvoir avec des votes par des membres qui sont dans les assemblées générales. Et vous faites tout ce que vous voulez, vous pouvez amender tous les statuts que vous voulez, vous pouvez tout faire après, si vous savez manipuler les gens. Ce qui est très dangereux pour un ministère, justement. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que vous devez absolument mettre des jalons partout, vous devez cloisonner votre ministère pour qu'il ne puisse pas y avoir des gens qui s'introduisent n'importe comment et détruire votre ministère. Ça, il faut faire attention. Alors, la radiation, numéro 2. On a vu que là aussi, la liste doit être tenue à jour. Il faut absolument, en tant que visionnaire représentant légal ou président de l'association, vous teniez à jour une liste claire de vos membres. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un quorum à atteindre. C'est-à-dire, quand vous faites des assemblées générales, il faut que les gens soient là. Si vous en avez 3 qui sont morts, 2 qui sont à l'extérieur et que vous aviez 8 membres, eh ben, vous êtes très mal. Il vous en reste 3, si j'ai bien compté. Bon, et là, vous ne pouvez plus rien faire légalement. Et si vous faites des choses, ce n'est pas légal. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut venir en vous disant « Non, ce que vous faites là, c'est illégal. Votre assemblée générale ne peut pas se tenir, etc. » Et puis, d'un autre côté, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans les associations, ils s'inscrivent, ils ne sont jamais là, et puis le jour où l'association commence à bien marcher, ils commencent à revenir dans les assemblées générales. Oui, oui, moi aussi je suis là, on est ensemble. Hein. Non, ils n'étaient pas ensemble, ils n'ont rien fait. C'est vous qui avez fait tout le mauvais travail, vous avez tout nettoyé, vous avez tout préparé, vous avez construit avec quelques personnes, et puis il y en a d'autres, ils sont là. Ah, c'est bien, ça marche bien maintenant. Ah oui, on est ensemble. Hein. Et ils n'ont rien fait. Vous voyez. Ces gens-là, je suis désolé, mais ils ne sont pas dignes de suivre. Je suis vraiment désolé de le dire. Les gens qui sont dignes de suivre. Vous savez, Jésus était très clair. Quand il était dans son ministère terrestre, il était très clair. Il s'est retourné vers ses disciples à un moment, et vous ne voulez pas partir aussi dans Jean, dans l'évangile de Jean, là. Quand il a dit, si quelqu'un ne boit pas mon sang, ne mange pas ma chair, etc. Les gens étaient choqués. Et Jésus leur a dit, mais vous voulez partir aussi? Et Jésus a dit, non, tu as les paroles de la vie éternelle. Il suivait Jésus, il suivait un leader. Et c'est important de comprendre que dans une association, on suit un leader. On n'est pas là pour faire du lobbying, de la démocratie, chacun rajoute son grain de sel, moi je pense que je, etc. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Je suis vraiment désolé de le dire. Le système associatif marche comme ça, mais le système associatif qui doit être vraiment adapté à un ministère ne peut pas fonctionner comme ça. Nous devons avoir de bons conseillers, mais nous ne devons pas avoir des gens qui font levier pour essayer d'avoir des marges de manœuvre, pour essayer eux-mêmes d'avoir du pouvoir dans une association. Ça, c'est absolument et contrecarrer la vision qu'une personne a reçue. Ça peut pas être accepté. Alors, démission, nous le savons, la démission, ça peut se faire parce que la personne sait qu'elle n'est plus là, ou elle ne peut plus s'engager autant, donc elle dit je démissionne. Donc c'est une constatation par écrit. Il y a des fois des membres qui cherchent des histoires ou qui ne fonctionnent plus correctement, spirituellement parlant, soit ils commencent à rétrograder, soit ils sont dans le péché, etc. On leur dit écoute, c'est gentil, maintenant le mieux, t'écris une petite lettre et le mieux c'est qu'on se sépare comme ça. Voilà, ça c'est le mieux. Alors maintenant il y a l'exclusion. Alors l'exclusion, ça va être plus difficile. L'exclusion. Alors l'exclusion, c'est toujours délicat dans une association chrétienne. Comment est-ce qu'on peut mettre dehors un frère ou une sœur en Christ? Des fois, il faut le faire. Mais c'est jamais un plaisir. Vous savez, chasser quelqu'un n'est jamais un plaisir. En tout cas, pour des gens qui sont corrects. Donc c'est toujours délicat. Mais vous avez intérêt à utiliser des procédures légales. Parce qu'il y a parfois des chrétiens qui se font chasser d'associations parce qu'ils essayent de mettre du désordre ou parce qu'ils ont vu que leur coup d'État n'a pas marché. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous mettre à la justice. Et vous savez que la Bible est claire. Dans 1 Corinthiens 6, il est bien dit
qu'on ne peut pas, 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit que les chrétiens ne peuvent pas plaider, enfin, ils ne peuvent pas être l'un contre l'autre devant des païens. Eh oui, ça c'est un péché. Mais malheureusement, ce péché-là, il y a beaucoup de chrétiens qui l'oublient beaucoup quand ils sont très énervés contre des associations. C'est très bizarre. Et on voit des gens qui constamment mettent des représentants légaux au tribunal, d'associations chrétiennes, ou qui se bagarrent devant des autorités inconverties dans des associations. Non, la Bible est claire, nous devons laver notre linge sale en famille. Et puis, s'il y a séparation, ça doit se faire, mais c'est clair qu'on doit le faire de la façon la plus délicate possible. Ce n'est pas toujours facile, je tiens à vous le dire. Mais il faut éduquer les gens. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un leader, partez. Partez, mais partez par la petite porte. Démissionnez de l'association par la petite porte. Il n'y a pas besoin d'aller faire du tapage en assemblée générale, d'insulter tout le monde, de crier, de diaboliser votre représentant légal, votre pasteur. Non, non, non. Tu pars par la petite porte. Tu dis, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour différentes raisons. Tu as peut-être des bonnes raisons, tu as peut-être des mauvaises raisons. Mais le mieux, à ce moment-là, c'est de partir par la petite porte. Par exemple, il y a des ministères qui ont dévié. Il y a des gens qui se sont donnés pendant des années pour un ministère, et puis le ministère commence à dévier, par exemple vis-à-vis de la parole de Dieu, ou vis-à-vis de trucs qui ne sont pas clairs, de doctrines bizarres, de toutes sortes de trucs. À ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller faire du bruit. Tu pars. Et puis c'est tout. Tu envoies une petite lettre et c'est fini. Et on n'en parle plus. Alors, maintenant, il y a des cas d'exclusion, où là, il faut exclure les gens. Alors, là, il faut mettre les cas d'exclusion du ministère. Il y a des cas classiques de l'association. Et là, vous devez mettre clairement un certain nombre de choses. Alors, vous mettez des formules comme tout membre du ministère peut être exclu notamment pour les fautes suivantes. Par exemple, le dénigrement prouvé et répété du visionnaire ou des visionnaires ou de la représentation légale. Par exemple, des gens qui n'arrêtent pas d'aller raconter partout que vous êtes le pire des pasteurs, que votre comité exécutif c'est de la farce, que ce sont des gens qui volent de l'argent, etc. Et ils jettent des mots partout, enfin du dénigrement, ce qu'on appelle. Ensuite, la violation, par exemple, volontaire et répétée du règlement d'ordre intérieur. Des gens qui refusent de se soumettre au règlement d'ordre intérieur. Donc, dénigrement des responsables, la violation volontaire et répétée du règlement d'ordre intérieur, ça c'est souvent les cas d'exclusion. Et puis aussi une éthique douteuse. Troisième cas souvent, c'est une éthique douteuse, c'est-à-dire des gens qui portent préjudice à l'Église ou à l'association. Des gens qui sont là, qui sont connus et qui vivent dans le péché ou qui vraiment ont par exemple des dettes partout, ou font des histoires partout, etc., etc. Des gens qui nuisent à la réputation. Une éthique douteuse, ça nuit à la réputation de l'Église, de l'association en général. Vous entendez constamment des commentaires sur cette personne, par exemple. Elle n'est pas claire, elle fait tout un tas de trucs, ça ne va pas. Bon, ça c'est le genre de personne, le mieux c'est d'exclure. Alors, des gens qui vivent dans le péché aussi, sans désir de sincère repentance. Des gens qui vivent dans le péché, des membres de l'association qui vivent dans le péché sans sincère repentance. Ils ne désirent pas se repentir. Ils disent non, moi je pêche et je reste comme ça. À ce moment-là, vous ne pouvez pas l'avoir dans votre association. Alors, des colportages aussi. Des colportages sur les informations. Alors, tout ça, il faut des preuves. Hein. Faites pas ça n'importe comment. Des colportages donc, sur les informations confidentielles du ministère. Colportage des informations confidentielles du ministère. Des gens qui n'arrêtent pas d'aller divulguer tout ce que vous faites. Vous faites une assemblée générale et hop, ils dupliquent ça, ils envoient ça partout, ils disent exactement ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez dit, etc., etc. Alors que c'était clair que personne ne devait bouger dans ce domaine-là. Ensuite, la démission tacite aussi. Démission tacite, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça, il y a des gens que vous êtes obligés de radier à cause d'une démission tacite. Alors, démission tacite, c'est des gens qui font exprès de ne pas venir en assemblée générale. Ils sont absents régulièrement.
ou des gens qui sont absents, c'est pas de leur faute, mais ils ne le signalent pas. C'est-à-dire un jour, ils disparaissent de la circulation. Donc il y a les gens, ils font ça volontairement, certaines personnes font ça volontairement, c'est-à-dire elles refusent d'assister aux assemblées générales, alors qu'elles sont en ville, par exemple, elles n'ont rien à faire de spécial, mais elles ne viennent pas volontairement parce qu'elles ne sont pas contentes vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis d'un membre du comité exécutif ou vis-à-vis de différentes choses, ou parce qu'on ne leur a pas donné telle et telle position dans l'église. Vous savez, les gens, ils sont très sensibles à beaucoup de choses. Et il y a des gens qui se fâchent des fois pour rien ou pour pas grand-chose, ou parce qu'on estime qu'on ne peut pas leur donner cette responsabilité-là, donc on ne leur donne pas, alors ils sont fâchés. Voilà. Donc ils ne viennent plus aux assemblées générales. Bon. Ou ils ne participent plus volontairement aux activités, mais ils ne disent rien. Et ça dure, ça dure. Vous les convoquez en tant que pasteur, vous leur dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Non, 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 tout va très bien, tout va très bien. Puis vous ne les voyez plus. Ils viennent pas, ils viennent pas, ils viennent pas. Alors, une assemblée générale, 2 assemblées générales, 3 assemblées générales, et vous dites aux autres membres, mais qu'est-ce qui se passe avec ce membre? Personne ne sait rien. En fait, la personne garde tout à l'intérieur. Vous essayez de la conseiller, tout ça, elle ne veut rien savoir. Ok. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre cas que simplement de la radier en tant que membre. Alors, il y a des gens, par contre, ils sont absents. C'est involontaire. Ils sont mutés, par exemple, dans un autre pays. Ils sont en mission pendant des mois et ils ne reviendront pas. Ou vous apprenez qu'ils ne reviendront pas par d'autres sources, etc. Et ils ne vous ont pas parlé personnellement. Vous avez essayé de les contacter, mais ils ne vous disent rien. Bon, ils sont plus là, ils sont plus là. Ou au début, ils pensaient déménager pendant un certain temps, et puis ça commence à perdurer, à perdurer, à perdurer. Ça met 6 mois, ça met 1 an. Puis vous dites tiens, et puis vous les voyez pas. 3e assemblée générale, toujours pas. 4e, et vous dites non, là c'est plus possible. Donc ça, ces gens-là, faut les radier. Voilà. Il faut les radier, donc il faut dire, voilà, vous essayez de les contacter, certains ne répondront même plus, ça ne les intéresse plus vraiment, donc ils sont plus là, et bon, il faut les radier, voilà, il faut les exclure directement de l'association, parce qu'il vous faut des gens qui travaillent. Ça ne sert à rien d'avoir 50 membres dans une association si vous en avez 3 ou 4 qui travaillent. C'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est un maximum de gens qui travaillent. Donc à la limite, c'est pas la peine d'avoir trop de membres, ça ne sert à rien. Et ayez un certain nombre de membres, mais surtout des gens qui veulent bosser, des gens qui veulent travailler à la vision, des gens qui sont là, des gens que vous voyez régulièrement. Vous les voyez dans les assemblées générales, vous les voyez dans les comités exécutifs s'ils font partie du comité exécutif, vous les voyez en dehors quand vous avez besoin d'eux, ils sont là, ils sont dispo, ils sont toujours, je dirais, respectueux, ils veulent travailler pour la vision. Ça, c'est des très très bonnes personnes. Ça, c'est des personnes qu'il vous faut, obligatoirement. Okay, mais des gens qui veulent rien faire, qui sont juste là pour être inscrits quelque part, ou parce qu'en fin d'année vous faites un repas de remerciement et ils veulent juste aller au restaurant avec les membres de l'association parce que ça les intéresse, ça c'est des gens, c'est minable. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui viennent juste pour ça. Vous voyez? Bon, il y a des gens juste, c'est pour dire je suis membre de l'association, mais vous pouvez jamais rien leur demander parce que c'est des gens qui produisent rien, quoi. C'est triste à dire, mais on a des gens comme ça. Non, il faut vraiment des gens qui sont très impliqués. Alors, vous pouvez mettre, par exemple, dans votre règlement d'ordre intérieur, si le membre se trouve dans un de ces cas, il doit notifier par écrit la raison de ses absences répétées dans les activités du ministère, son désir de toujours faire partie du ministère. Vous voyez, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui est éloigné géographiquement pour un temps, mais normalement il devrait revenir, il faut quand même qu'il vous dise quelque chose. Donc il peut faire un petit écrit en disant voilà, pasteur, je m'excuse, mais pendant 1 an ou 2, je serai absent, mais je suis toujours avec vous de tout cœur. De toute façon, je vais revenir, ou si jamais je ne reviens pas, je vous notifierai ça rapidement. Voilà, ça c'est des gens qui sont corrects, vous voyez. Donc tout ça c'est bon. Parce que s'ils ne vous disent rien, s'ils ne veulent pas communiquer avec vous, il faut tout simplement leur dire, écoutez, on est obligé de vous radier, l'Assemblée Générale va décider de vous radier, je tiens à vous le dire. Moi, vous ne répondez pas à mes lettres, à mes courriers électroniques, etc. etc. Bon. Et ça arrive parfois. C'est assez rare, mais ça peut arriver. D'accord ? Alors, bien sûr, il faut déterminer clairement la raison de l'exclusion. Ça peut être la rébellion, le non-respect, l'opposition ouverte à la vision, etc. etc. Donc ça, vous pouvez facilement voir le motif. Si une personne vraiment doit être exclue, il faut l'exclure, mais il faut avoir un bon motif, un motif correct qui est marqué dans votre règlement d'ordre intérieur. Alors petit b, les procédures. Les procédures, là, attention, il faut être vraiment clair. Procédure. C'est délicat. Et il y a des gens qui peuvent contester. Des fois, il y a des gens qui sont exclus, qui vous mettront au tribunal en disant non, non, je n'accepte pas d'être exclu de cette association. On a violé des procédures, c'est ci, cela. Donc faites attention. Tout ça, il faut des trucs légaux. Parce que quand les gens sont fâchés, il y en a certains, ça devient des loups, je tiens à vous dire, ou des lions. Triste à dire, hein. D'un seul coup, ils se fâchent et paf, ils vont voir. Ils vous mettent au tribunal, ils vous mettent au ministère de l'Intérieur, ils vous font convoquer avec des trucs et des machins, et vous vous retrouvez devant des autorités inconverties, et vous êtes obligé de déballer des trucs de l'association. Oh, quel plaisir!
Ah oui, ça arrive, hein. Donc, on vous envoie des lettres de dénonciation dans les préfectures ou des trucs comme ça, et vous commencez à avoir des ennuis avec. On vient fouiller dans votre association, alors que tout va bien, mais la personne n'est pas contente. Donc, elle commence à vous accuser, vous voyez. Alors, on peut vous accuser de toutes sortes de choses. Donc, tout ça, il faut faire attention, d'accord? Il faut que ce soit bien clair, il faut que tout soit bien légal, il faut que tout soit bien, je dirais, que tout soit clair par rapport à vos statuts et à votre règlement d'ordre intérieur. Donc, vous pouvez mettre certaines choses. Là, je vais juste lire, hein, comme ça. Mais par exemple, un membre dont le cas entre dans les conditions énumérées ci-dessus, hein, c'est-à-dire des gens qui sont dans des raisons d'exclusion, qui fréquentent les activités de l'association, qui est employé par un département du ministère, quand les faits lui sont reprochés ou constatés, est convoqué. Alors, par exemple, vous mettez est convoqué par le représentant légal. Ça, c'est la procédure. Pour explication devant le comité exécutif. Le comité exécutif faisant constat en demande ou non la radiation à la prochaine Assemblée générale. L'Assemblée générale est, selon l'article X des statuts, l'organe suprême qui tranche pour les cas d'exclusion, vous le répétez souvent. Si le membre refuse de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, parce qu'il y a des gens qui ne viendront pas à vos convocations ou refusent de venir à la convocation du représentant légal, le comité exécutif en tire ses propres conclusions et présente sa décision à l'Assemblée générale. Le visionnaire peut demander la radiation d'un membre. Il saisit alors le comité exécutif par écrit et demande la convocation par le comité exécutif du membre pour explication. Le CE tranche et si le membre est reconnu coupable d'une des fautes graves énumérées ci-dessus, le CE en fait une demande de radiation à l'Assemblée générale. La décision du représentant légal prédomine dans l'avis d'exclusion. Donc ça, c'est important. Là, ce que vous faites dans l'exclusion, ce qui est bien à faire, c'est qu'il faut que le représentant légal prédomine. C'est-à-dire, ils disent, voilà, maintenant, c'est fini, il faut qu'on exclue ça. Il parle à son comité exécutif, mais en fait, c'est une décision qui émane du comité exécutif. Il ne faut pas que ce soit une décision qui émane seulement du représentant légal. Ça, c'est important. Parce que sinon, les gens que vous excluez, ils vont en faire un cas particulier. C'est-à-dire, ils vont dire, ah, il voulait ma peau, ah, il voulait me foutre dehors, ah, ceci, ah, cela. Donc, ils en font une affaire personnelle, vous voyez. Par contre, quand c'est un comité exécutif qui a dit, non, non, la décision est prise par le comité exécutif, bien sûr, le représentant légal, c'est lui qui doit, je dirais, prédominer, sa décision doit prédominer. En général, le comité exécutif suivra le représentant légal. C'est normal. Vous devez avoir un comité exécutif qui est avec vous. Si vous dites, voilà, franchement, cette personne-là me crée ça, voici tous les problèmes qu'on a, parce que les gens du comité exécutif, ce sont des gens qui sont volontaires. Ce ne sont pas des gens qui sont là dans la vie tous les jours de l'Église ou des activités en général. Bon, ils participent, mais ils ne sont pas là avec vous. Vous êtes là à plein temps en tant que ministère. Eux, ils ne sont pas là à plein temps. Ils sont là quand vous les appelez. Ils sont là avec vous pour vous soutenir dans les décisions, etc. Donc souvent, vous allez leur expliquer des cas. Et puis à ce moment-là, eh bien, le comité dit, bon, bah, apparemment le pasteur nous explique des choses qu'on ne savait pas, parce que souvent les gens ne savent pas. Et effectivement, là, franchement, nous suivons ce que le pasteur dit, etc. Et la décision se fait du comité exécutif. C'est-à-dire le comité exécutif on va écrire une lettre au nom du comité exécutif, comme quoi la personne est exclue de l'association et sera présentée donc en assemblée générale après pour dire que cette personne a été radiée. Alors, la prise d'effet de mesures d'exclusion, évidemment, il y a un temps particulier où cette mesure prend effet. Donc, par exemple, vous mettez l'exclusion prend effet le jour de la constatation par l'Assemblée générale. En cas de radiation d'un membre, démission ou exclusion, tous les documents du ministère qui sont en la possession du membre doivent être restitués, par exemple dans les 2 semaines suivantes la radiation, en main propre au représentant légal. En cas de reproduction illégale des documents du ministère, le comité exécutif peut saisir la justice contre cet ex-membre en vue de l'obtention de dommages et intérêts pour violation du ROI. Voilà, donc ça c'est cet aspect de faire entrer et de faire sortir des membres. Donc attention, procédure délicate. Vraiment maîtriser cela si vous êtes représentant légal et si vous aidez un pasteur qui est représentant légal, que vous participez à sa vision, hein, que vous êtes sous son leadership, vraiment faites attention à cela. Aidez-le à voir clair par rapport à ces situations-là parce qu'il peut facilement se mettre en défaut, d'abord vis-à-vis de la loi, parce que si vous excluez quelqu'un d'une façon illégale de l'association, par exemple un représentant légal seul ne peut pas dire « bon maintenant t'es viré, voilà c'est fini ». Non, s'il fait ça, la personne peut se retourner contre le représentant légal et créer des problèmes justement. En parlant, en disant, vous voyez bien, je vous avais dit, c'est une affaire personnelle, etc., etc., etc. Maintenant, vous avez un comité exécutif. Ce comité exécutif, suivant les procédures du ROI, va suivre tout cela. Et au bout d'un moment, on va dire, voilà, effectivement, le comité exécutif de l'association décide que cette personne doit être exclue. On présente ça en assemblée générale, et l'assemblée générale doit approuver cela, pouf, et terminé. Et la personne est exclue. Voilà. Alors maintenant, sixièmement, l'assemblée générale. Ah, l'assemblée générale. L'assemblée générale.
L'Assemblée générale. Alors l'Assemblée générale, ça va être l'organe suprême. C'est avec ça que vous travaillez. Il y a des décisions qui vont être prises en Assemblée générale et c'est ces décisions-là qui font avancer l'association. Donc le visionnaire doit travailler avec l'Assemblée générale. Et dans les statuts, on a des généralités sur l'Assemblée générale, mais on n'a aucune modalité pratique. On a très peu de choses dans les statuts, c'est normal. Je vous rappelle que les statuts, c'est juste la carte d'identité. Maintenant, le règlement d'ordre intérieur, il va falloir que ce document précise le fonctionnement de vos assemblées générales. Alors, vos statuts vous diront combien d'assemblées générales vous devez tenir par an. Et ça, c'est important de le faire. Si, par exemple, vos statuts disent 3 assemblées générales et que vous en tenez 2 une année, en tant que représentant légal, vous faites une faute qui peut vous coûter cher. Donc, il faut faire attention. Le mieux, je vous l'ai dit, pour une église, enfin une association qui a des églises, ou des églises, c'est de faire 2 assemblées générales par an, pas plus. Moins, c'est toujours embêtant. On va voir pourquoi. Donc, tout ce qui va être voté, toutes les décisions de l'Assemblée générale, c'est incontestable. Tout ce qui est pris en Assemblée générale, toutes les décisions qui sont votées en Assemblée générale, c'est incontestable. Alors évidemment, il faut que cette Assemblée générale se tienne dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Faire très attention, parce que dans l'Assemblée générale, il va y avoir des décisions prises. Il y a des choses qui sont proposées, ensuite on va voter, et après, ça va tenir un caractère légal. Ça veut dire que tout ce qui sera fait dans l'Assemblée générale, tout ce qui est décidé, ça doit être mis en application par les dirigeants de l'association, qui est le comité, qui sont représentés dans le comité exécutif. Mais c'est l'Assemblée générale qui représente toujours l'organe suprême. C'est par l'Assemblée générale que les décisions sont prises sur les grandes lignes. Elles seront exécutées au travers des dirigeants de l'association, c'est-à-dire du représentant légal, le vice-représentant légal, le trésorier, le secrétaire, et puis éventuellement des membres permanents, comme nous l'avons vu. Maintenant, il faut que cette Assemblée générale se tienne légalement. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Le pasteur, un jour, on le voit débarquer avec une voiture. Et puis, il y a quelqu'un qui regarde ça, un membre de l'association qui regarde ça, qui dit « Tiens, le pasteur a une voiture ». Vous savez, parce que souvent, on regarde la voiture du pasteur. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, le membre apprend que cette voiture a été achetée par l'association au pasteur. Et puis, il trouve que c'est quand même une trop belle voiture. Et il commence à s'enquérir de la situation, il s'aperçoit qu'on a dépensé une certaine somme d'argent qui, pour lui, est très importante. Ce membre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller voir le représentant légal ou écrire une lettre, dire voilà, moi je n'étais pas au courant de ça. Imaginez-vous. Et le représentant légal peut dire mais si on avait tenu une assemblée générale, on avait décidé ça comme ça, etc., etc. Il peut avoir décidé ça comme ça avec quelques membres éventuellement. Quel est le caractère légal de cette décision? Si le membre est fâché, parce qu'il dit mais non, on avait prévu de l'argent pour autre chose, et finalement le pasteur s'achète une voiture, ça ne va pas du tout, maintenant on va commencer à nous dire qu'il n'y a plus d'argent dans l'association, etc., etc. Donc des histoires classiques. La plupart des histoires que vous aurez en tant que serviteur de Dieu, souvent c'est avec l'argent. C'est pour ça qu'il faut vous sécuriser 100%. Si vous êtes sécurisé 100%, vous n'aurez pas d'histoire. Parce que la plupart du temps, les pasteurs ont des histoires avec l'argent et la gestion de l'argent. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose d'ultra transparent, de bien gérer, comme ça vous êtes tranquille. Les gens, au contraire, c'est là où vous serez super prospère dans le ministère, parce que les gens auront confiance. Et les gens ont besoin d'être en confiance au niveau des finances. Parce que quand ils sentent qu'il y a des trous un peu partout dans le ministère, ils disent il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière. Alors, imaginez-vous, il y a une voiture qui a été achetée, le membre s'enquérit de la situation, il s'aperçoit que c'était dans une assemblée générale dans laquelle il n'a même pas été convoqué, il n'était même pas au courant. Là, il peut faire des histoires à l'association. Et celui qui aura le plus d'histoires, c'est celui qui est à la tête de l'association. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce membre-là pourra dire mais c'est pas légal ce que vous avez fait ici.
je n'étais pas au courant, on n'a pas voté pour ça, ou moi je n'étais pas là, et j'étais même pas convoqué. Vous savez que ça c'est une faute très grave pour un représentant légal. Donc toutes les assemblées générales que vous allez convoquer, il va falloir les faire selon d'abord vos statuts, et ensuite selon la pratique du règlement d'ordre intérieur. Donc il y a des trucs assez classiques qu'on voit dans les associations, dans le droit des associations, qui est souvent dans des bouquins, etc., de grands juristes, à propos de cela. Bon, d'abord, la convocation. Grand A, la convocation de l'Assemblée générale. La convocation de l'Assemblée générale. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, si le représentant légal n'est pas capable de prouver que ça s'est tenu légalement, il est en faute. Il a fait une faute juridique qui peut lui coûter cher. Trafiquer avec les assemblées générales, ça coûte très cher à un représentant légal si jamais il tombe sur un juge qui est très dur là-dessus. Ça peut lui faire très mal. On peut l'interdire d'être représentant légal pendant X années. Il peut être passible dans certaines fois de prison si on prouve qu'il a fait d'autres erreurs qui sont graves. Mais ça, les assemblées générales, c'est très sensible. D'accord? Donc la convocation, ça doit être fait par écrit. Toujours. Par écrit. Alors, il faut toujours spécifier la date, l'heure, le lieu et l'objet. Donc, par écrit, vous allez voir la date, l'heure, le lieu et l'objet. C'est-à-dire, on vous convoque, je vous convoque, telle date, telle heure, tel endroit, et voici ce qu'on va examiner dans l'Assemblée générale. L'objet, c'est-à-dire, pourquoi vous allez venir à cette Assemblée générale. Bon, il y a des trucs tout à fait classiques que je vais vous montrer d'ailleurs. Mais il faut le noter. Il faut que ce soit par écrit. Et en général, ces convocations-là, il faut mieux les lancer environ 2 semaines avant la date de l'Assemblée générale. C'est un délai relativement accepté par le droit et acceptable, 2 semaines avant. En général, c'est assez incontestable. Donc, ça doit être donné 2 semaines avant l'Assemblée générale. Parce qu'il y a des gens qui pourront dire « Mais non, moi j'ai reçu ça hier. » Si tu donnes ça pour le lendemain, ça peut être grave. Tu peux avoir des problèmes. Donc environ 2 semaines, c'est une date avant la date de l'Assemblée générale. Les convocations doivent être données, distribuées. Le mieux, c'est d'avoir donc un carnet de transmission. Faites tout tranquillement, légalement. Les gens reçoivent la convocation, ils signent comme quoi ils ont reçu la convocation. Comme ça, s'ils ne viennent pas, ils ne peuvent pas dire « j'étais pas au courant ». Vous voyez? Donc comme ça, vous vous couvrez. Il est très important de se couvrir. Vous allez faire une assemblée générale, vous allez prendre des décisions, cette assemblée générale doit avoir un caractère légal et incontestable. Sinon, vous pouvez vous créer des ennuis. Alors évidemment, on envoie à qui? On envoie à tous les membres qui sont sur la liste, les membres actualisés. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut toujours une liste actuelle des membres. Donc à tous les membres qui sont officiellement dans l'association. Alors maintenant, je vais vous donner le contenu type de la convocation. Parce qu'il y a des contenus types, c'est-à-dire des choses qu'on retrouve régulièrement. Alors, pourquoi est-ce que je vous conseillerais de faire 2 assemblées générales annuelles? Ben, c'est très simple. Il vaut mieux en faire une environ au début dans le premier trimestre de l'année. Et une vers le dernier trimestre. Disons 2e, voire dernier trimestre. Vous les espacez. Pourquoi au premier trimestre? Parce que d'abord vous clôturez une année. Vous clôturez une année et vous ne pouvez pas, le 31 décembre, savoir tout sur ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc c'est bien, vous faites ça au mois de février, éventuellement, fin janvier, février, vous faites une assemblée générale. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un rapport de ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc rapport des activités, rapport financier, et puis les budgets. Le budget pour l'année qui arrive. Le budget prévisionnel, ce qu'on appelle. Donc la première chose, c'est qu'on va faire, et puis des points divers, comme d'habitude. Il y a toujours des points divers. Donc d'abord, on fait un rapport des activités. Donc dans cette convocation, vous mettez rapport des activités pour l'année écoulée. Rapport des activités écoulées.
présentation du programme pour l'année en cours. Donc, on clôture une année avec ce qui s'est passé l'année d'avant, et en même temps, on présente le programme pour l'année. Alors, je vais vous dire une chose, sur une église, c'est pas très compliqué. Après, tous les ans, on retrouve à peu près les mêmes choses. Sauf si on a vraiment des activités très spéciales, mais bon. Vous savez, c'est plus un aspect juridique pour se couvrir. D'accord? C'est ça qui est important. L'idée, c'est pas de faire les moindres détails. L'important, c'est qu'on puisse tourner et qu'on marche bien dans les grandes lignes et que tout soit légal. Ensuite, le rapport financier. Donc, c'est le deuxième point en général, le rapport financier de l'année écoulée. Rapport financier de l'année écoulée. Alors, ce rapport, en général, il doit être présenté. C'est un rapport écrit, il est présenté, commenté par le trésorier. Rapport financier de l'année écoulée. Donc, vous faites une assemblée générale début février, par exemple. Donc là, il faudra, des fois, vous aurez le temps, des fois, ça ne sera pas encore prêt, des fois, ça sera fin février, malheureusement. Il vous faudra un bilan financier de ce qui s'est passé. Ce bilan financier, vous devez, absolument, c'est obligatoire, le présenter en assemblée générale. C'est-à-dire que votre trésorier va venir devant l'assemblée générale et il va présenter tous les comptes de l'année précédente. Là, vous êtes entré dans une nouvelle année. Tous les comptes de l'année précédente. Donc, il va vous falloir un bilan, parce qu'on va parler. Vous aurez un cours sur le ministère et les finances. Il va falloir parler bilan. Le bilan, c'est ce qui donne la santé de votre ministère. Donc, c'est important de l'avoir. On va voir les avantages d'un bilan, et de toute façon, c'est obligatoire. Et à ce moment-là, le trésorier devra présenter les comptes, et il faudra que ce soit approuvé par l'Assemblée générale, ou désapprouvé. Là, ça fait mal si c'est désapprouvé. Mais l'Assemblée générale devra approuver normalement. C'est ce qu'on appellera le quitus. On en parlera un peu plus tard. Donc ça, c'est obligatoire aussi. Ensuite, le troisième point, c'est le budget prévisionnel. Budget prévisionnel. Donc vous avez commencé une nouvelle année. Vous allez faire un certain nombre de choses. Il faut que vous fonctionnez avec un budget. Alors pour une église, ce n'est pas facile, je tiens à vous dire, de prévoir un budget. Souvent, il vous faudra un budget très élastique. Parce qu'il y a des investissements à faire. Parce qu'il y a des activités parfois qui tombent. Vous prévoyez par exemple d'avoir deux visiteurs et vous avez un troisième visiteur qui va venir et ça va vous demander beaucoup plus d'argent que prévu. Donc c'est un budget très prévisionnel qu'il va falloir bien sûr adapter ou réviser un peu plus tard. Et là aussi, parce qu'il faut approuver par l'Assemblée générale. Bon, si on rachète une voiture pour le ministère, il faut que ce soit dans le budget prévisionnel. Si on achète le système de sonorisation, on verra les grosses dépenses d'une église. Et ça, il faut quand même savoir où on met les pieds. D'accord? Et puis, quatrième, en général, on met les points divers. Les adhésions des membres, des nouveaux membres, la radiation, etc. Différentes choses. Et divers. Donc l'idée de la première assemblée générale, c'est quoi? C'est la clôture de l'année précédente et puis l'ouverture de l'année. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ça, il faut que ce soit mis par écrit dans l'objet. D'accord? Donc le rapport des activités écoulées pour l'année antérieure et la présentation du programme de l'année en cours. 2, le rapport financier de l'année écoulée, commenté par le trésorier en vue de son approbation par l'Assemblée générale. 3, le budget prévisionnel détaillé de l'association pour chaque département pour l'année en cours et présenté par le trésorier en vue de son approbation par l'Assemblée générale, et ensuite les points divers s'il y a lieu. Parce que vous pouvez fonctionner avec des budgets, vous fonctionnez avec des choses qui sont prévisionnelles, et ça c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas en tant que pasteur dire on va acheter 50 millions de ça, ou tiens, on va acheter une parcelle dans cet endroit-là, comme ça, du jour au lendemain. Non, normalement il y a des budgets. À ce moment-là, il faut faire des assemblées. C'est sûr que c'est votre ministère, entre guillemets, mais vous fonctionnez sous un système associatif, vous fonctionnez avec une structure. Donc si vous commencez à prendre des décisions unilatéralement sans que les autres membres ne soient au courant et que vous faites ces dépenses-là, vous risquez d'avoir des problèmes. D'accord? Légalement, je parle. Okay? Donc il faudra vous couvrir avec des assemblées générales, il faudra vous couvrir avec des budgets, il faudra vous couvrir avec un comité exécutif qui va vous suivre et qui va vous donner de bons conseils. Et même une assemblée générale, vous devez avoir des membres qui parlent et qui savent donner de bons conseils. C'est ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'opposants dans votre assemblée générale, vous avez besoin de bons conseillers. Vous comprenez la différence? Et quand vous avez des bons conseillers, alors avec vous à la tête, vous pouvez aller très haut et très loin. Quand vous avez des opposants ou des mauvais conseillers, c'est là où on a des dents de scie dans le ministère.
Et ça, c'est pas bon. Il faut que la structure juridique accompagne les décisions qui seront prises et qu'on puisse les mettre en place d'une façon, je dirais, claire et que le pasteur aussi soit sécurisé. Parce que en tant que pasteur, si vous prenez des décisions et que vous avez des gens à qui vous devez, entre guillemets, rendre certains comptes et que vous ne le faites pas, vous risquez vous-même de vous mettre en porte-à-faux. Il faut que vous comprendre que quand on est leader, le meilleur moyen d'aller le plus haut possible, c'est d'avoir le plus de gens qui sont avec vous, qui sont des amis, qui sont des conseillers, qui sont des personnes qui vous aident à aller encore plus haut, parce qu'ensemble, on peut réaliser des choses qu'on ne pourra pas faire tout seul. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Donc il faut travailler avec les gens dans le sens, ils sont sous votre leadership, mais ils doivent être de bons conseils, ils doivent être là pour vous aider, mais il ne faut pas non plus leur dire je fais ce que je veux, je décide ça, de toute façon vous m'importez peu, etc. Non, ce sont des gens qui, justement, ça c'est le pasteur qui pense que parce qu'il a un mandat divin, il va y aller tout seul. Non, tu as un mandat divin, oui, mais tu dois apprendre aussi à avoir d'autres personnes qui vont t'aider à porter la charge de la bonne façon. Et ça sera un gros plus pour le ministère. L'important, c'est de comprendre comment chaque personne peut être à sa place et aider le ministère. Quand il y a ça, on peut faire des choses de plus extraordinaires. Quand quelqu'un veut jouer cavalier seul, parce qu'il est le pasteur, avec un grand P, et qui dit « moi je prends toutes les décisions, je vous informerai quand j'ai envie de vous informer », il méprise les gens d'abord ne donneront pas beaucoup. L'Église aura des difficultés, parce que les gens n'ont pas confiance. Parce que le pasteur, d'un seul coup, il dépense 50 000 $ ici, 10 000 $ ici, 5 000 ici, etc. Puis on ne sait pas ce qui se passe. Quand les gens ne savent pas ce qui se passe, surtout quand ils sont dans l'association, alors là, ça marche très très mal. Donc il faut être clair, il faut que les gens aient des chiffres sous les yeux. Ils posent des questions, et les gens, de toute façon, s'ils ont un bon cœur, ils vous diront, bon, bah tiens, est-ce qu'on peut avoir des explications sur ce chiffre, pourquoi est-ce qu'on a fait d'autant de dépenses? Ils ont des explications, et c'est bon. Ils disent, ah bon, je ne savais pas trop, j'étais pas... Les gens ne sont pas au courant de tout, c'est normal, mais ils doivent être au courant des grandes lignes, ils doivent savoir comment ça fonctionne, c'est normal. Ils doivent voir, on a un budget prévisionnel, si on a dépensé 3 fois plus, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit on s'est complètement gouré dans le budget prévisionnel, et à ce moment-là, il faut qu'on révise la façon dont on prépare les budgets prévisionnels, ou soit il y a un problème qu'on n'a pas du tout discerné, et il faut savoir pourquoi. Voilà, tout simplement. Donc les gens posent certaines questions, et tout ça c'est très bien, ça permet d'avoir des discussions, des échanges, dire tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas économiser sur ça, tiens, on dépense un peu trop d'essence, pourquoi, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir comment on peut faire, tiens, le téléphone, etc. Et ils vous donnent des suggestions, et puis petit à petit, on voit, et on améliore le système. Voilà, et ça c'est bon, ça c'est des gens avec qui vous pouvez vraiment faire un bon boulot. Quand vous avez des gens qui sont là juste... que vous informez pas, vous faites n'importe quoi devant eux, les gens n'ont pas confiance en vous. Et puis au bout d'un moment, alors que c'était un plus pour votre ministère, Dieu vous les avait donnés, finalement, ils ne se tournent pas contre vous forcément. Certains se tourneront contre vous, mais d'autres diront, puisque c'est comme ça, moi ça ne m'intéresse pas. Je suis là simplement, on ne dit rien, on ne fait rien, on ne sait même pas comment ça fonctionne, on en est au courant de rien, etc., etc. Et dans une association, à partir du moment où il y a des membres, ils doivent être au courant de ces choses-là. Ils doivent savoir, ils doivent connaître les budgets, ils doivent connaître les grandes lignes. Je ne vous dis pas les détails, les grandes lignes des entrées, les grandes lignes des sorties, savoir ce qu'on fait, là où on va, etc., etc. C'est vous qui êtes en charge. Donc vous dites, voilà, cette année, voilà ce qu'on va faire. J'ai à cœur qu'on fasse ceci, j'ai à cœur qu'on fasse cela. Ça va te coûter à peu près de temps, etc. Et les gens disent, waouh, on fait ça, ok, est-ce qu'on pourra, et puis ils voient. Quand vous commencez à réussir dans un domaine, puis après dans un autre, les gens commencent à prendre confiance. Puis après vous dites, waouh, bon, écoutez, pasteur, apparemment vous voulez faire ça, nous on est avec vous, on va tout faire pour que ça marche. Et c'est génial à ce moment-là. On est ensemble et on monte très haut. Par contre, quand vous êtes là, vous prenez une décision. Si vous vous plantez dans votre décision et que les gens ne savaient pas, ils vont vous dire pasteur, on est ensemble, mais on n'était pas au courant. Et apparemment, maintenant, on a des problèmes. Bon, ça, ils vont vous pardonner une fois, mais si vous continuellement vous faites ça, ou vous êtes insécure et vous essayez de vous protéger et vous voulez rien dire à personne dans votre association, ça c'est très très mauvais. Ça c'est très mauvais. D'abord, c'est illégal, et d'autre part, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans le leadership. Le leadership, ça fonctionne pas comme ça. Le vrai leadership chrétien, ça fonctionne en ayant investi chez des gens qui comprennent comment eux-mêmes peuvent participer à la vision et développer la vision sous votre leadership. Une fois qu'ils ont compris ça, dans l'amour du Seigneur, ils vous aideront. Et ils seront dévoués à la cause. Et quand vous avez des gens dévoués à la cause, vous pouvez aller dans les hauteurs. Quand vous avez des gens qui ne sont pas dévoués à la cause, vous pouvez aller nulle part. Parce que vous êtes là, vous vous posez toujours la question, qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce que ceci... Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas un bon leadership. Non, un bon leadership, c'est avoir des gens en qui vous avez confiance et qui ont confiance en vous. Et à ce moment-là, on va beaucoup plus haut. Ok ? Alors, contenu type de la deuxième assemblée générale maintenant. Deuxième assemblée générale ordinaire. Alors, la deuxième assemblée générale, le mieux, c'est de la faire à peu près 6 mois après la première. Environ. Donc si vous avez fait en février, faites en août.
Si vous avez fait en mars, vous faites en septembre. Environ 6 mois. C'est pas une règle, hein. On ne se l'impose pas, mais disons que c'est plus pratique. J'essaie de vous expliquer des choses pratiques, parce que parfois, on se retrouve, juridiquement parlant, à être un peu coincé avec des statuts quand on n'est pas bien rodé, et parfois c'est pas bon, quoi. D'accord? Alors en fait, la deuxième assemblée générale, c'est pour voir si ce qu'on a pris comme décision en première assemblée générale, donc par exemple le mois de février, au mois de mars, pour voir si on a bien appliqué ça, pour voir si on n'a pas des corrections à faire. Pour voir un petit peu toutes les décisions que nous avons prises dans la première assemblée générale, on regarde dans cette deuxième assemblée comment on a navigué. Si on a bien navigué selon les plans prévus, selon l'itinéraire prévu, ou si on est en train de dévier, ou si on a des difficultés, c'est plus lent que prévu, ou si ça va plus vite que prévu, tant mieux. À ce moment-là, on va prendre d'autres décisions, vous voyez? Donc c'est un peu l'idée. Donc souvent, ce qu'on va mettre là, elle est un peu moins lourde au niveau des points du jour. On va mettre le rapport des activités du premier semestre. Donc on met le rapport des activités du premier semestre de l'année en cours. Donc on regarde ce qu'on a fait dans les 6 premiers mois par rapport à ce qu'on avait décidé. En deuxième point, c'est le suivi des budgets. Suivi des budgets. Donc là, on va adapter et ou réviser certains budgets prévisionnels. Donc on adapte, suivi des budgets du premier trimestre, et là on adapte éventuellement, ou on révise éventuellement les budgets. On dit non, finalement, on comptait faire ça, mais bon, ou ça, on pensait que ça nous coûterait ça, puis ça nous coûte beaucoup plus cher. Voilà, bon, pouf. Ou nos dépenses de telle ou telle chose, vu la conjoncture économique, d'un seul coup il y a une inflation quelque part, et le budget n'est plus le même, etc., etc. Et puis toujours des points divers. Les points divers, c'est toujours les adhésions de nouveaux membres ou radiations éventuelles. En fait, l'idée des assemblées générales, c'est de toujours tenir à jour tout ce qui se passe. Que vous ayez toujours une mise à jour de ce qui se passe dans le ministère. Donc ça, les assemblées générales, ça doit vous permettre ça. Voilà, vous êtes là, les activités sont bien suivies, c'est écrit quelque part, les budgets sont là, les dépenses sont là, la comptabilité est à jour, etc. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Vous sécurisez votre ministère. Et en même temps, ça vous permet de voir où vous allez. Parce qu'on verra qu'avoir un bilan, ça nous permet de savoir quelle est la santé. Ça nous permet d'avoir une visibilité. Ça nous permet de savoir la santé financière du ministère. Donc, qui dit santé du ministère, si le ministère est en excellente santé, ça nous permet de faire des prévisions. On se dit, voilà, maintenant, on va pouvoir aller plus loin pour prêcher l'évangile là, on va pouvoir construire ça, on va pouvoir faire ceci, on va pouvoir acheter ça, etc., en vue d'avancer. Maintenant, si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous dites, voilà, on a tant en banque. Bon, c'est bien de savoir que vous avez tant d'argent en banque, mais par rapport à l'année dernière, par rapport à vos entrées, est-ce que vous dites, mais vos offrandes augmentent? Est-ce que vos sorties augmentent aussi en rapport? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes dans vos investissements, etc., etc. Tout ça, il va falloir le savoir. Et vous pouvez le savoir seulement quand vous êtes à jour dans vos bilans. Donc il va falloir apprendre à être réglo. Les assemblées générales, elles vous permettent de suivre les lignes. Et puis, hop, d'approuver légalement. On approuve les comptes, on approuve donc les budgets prévisionnels, on approuve les activités, on approuve, voilà, l'Assemblée générale, pouf, elle met, c'est OK, ça marche, on est d'accord, donc vous fonctionnez avec les grandes lignes. Mais vous-même, c'est vous en tant que pasteur, en tant que visionnaire, qui vous dites, voilà, on va faire ça, cette année, il faut qu'on prévoie ça à peu près comme budget, faudrait, etc. Vous travaillez avec votre trésorier, vous travaillez avec votre comité exécutif, vous préparez tout ça, et hop, vous mettez ça en Assemblée générale. Donc c'est simple, mais il faut le faire. Alors au début, c'est pas toujours facile parce qu'il faut régler la machine. Et il faut mettre en marche la machine et après, il faut bien régler la machine de tout ce qui est assemblée générale, comité exécutif, etc. Parce qu'on va parler du comité exécutif. Grand B, on va voir, après avoir vu la convocation de l'assemblée générale, par écrit ce qu'il doit y avoir dedans, grand B, on va voir ce qu'on appelle le quorum. Le quorum, ça s'écrit Q-U-O-R-U-M. C'est un mot latin. Le quorum, Q-U-O-R-U-M. Alors le quorum, en fait, ça va être quoi? Ça va être la proportion des membres présents, proportion minimum des membres présents. C'est la proportion. Le quorum, c'est la proportion minimum des membres qui doivent être présents
Donc c'est la proportion minimum des membres qui doivent être présents dans une assemblée générale, pour qu'elle puisse se tenir légalement, En d'autres termes, c'est le nombre de membres que vous devez avoir présents le jour de l'Assemblée générale pour que vous puissiez prendre des décisions légales. Par exemple, si vous avez 10 membres dans votre association, que vos statuts disent que le quorum, parce qu'en général c'est statutaire, il y a une proportion statutaire. On vous dit, pour qu'une assemblée générale puisse se tenir, il faut au moins 2 tiers des membres. 2 tiers des membres présents. Ok. Ça veut dire que les 2 tiers, ça représenterait 6,6 membres. Donc ce n'est pas un chiffre rond. Donc il vous faut au moins 7 personnes présentes le jour de votre assemblée générale, ou représentées, comme nous allons le voir, sur les 10, pour que vous puissiez tenir votre assemblée générale. Si par exemple il y en a 5 qui viennent, vous avez convoqué les 10, il y en a 5 qui viennent, qui sont présentes le jour et à l'heure de votre assemblée générale, que les autres ne viendront pas, vous ne pouvez pas tenir votre assemblée générale. Si vous tenez votre assemblée générale, les décisions qui seront prises ne seront pas légales. Ça veut dire que n'importe quel membre pourra venir contre vous et dire vous avez tenu une assemblée générale. Et que s'il saisit une autorité compétente, vous pouvez avoir de sérieux ennuis. Donc il vous faut ce qu'on appelle le quorum, que le quorum soit atteint, c'est-à-dire une certaine proportion qui est marquée dans vos statuts pour que votre assemblée générale puisse se tenir le jour où vous l'avez convoqué. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais si jamais, effectivement, il y a 5 membres, admettons sur les 10, le quorum n'est pas atteint, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on annule l'assemblée générale. Le président, le représentant légal dit nous ne pouvons pas tenir légalement, on fait un petit procès verbal. Un procès verbal, c'est simplement un écrit. Vous avez une secrétaire de votre association, elle va dire voilà, ce jour, étant donné qu'il n'y avait que tant de membres présents et d'après nos statuts, nous n'avons pas pu tenir notre assemblée générale. Et c'est signé et c'est fini. Ça veut dire que cette assemblée générale n'a pas pu se tenir. Mais vous avez un petit papier. Faites attention, il faut toujours avoir des petits papiers quelque part. Ça peut être utile un jour ou l'autre. Alors, maintenant, le règlement d'ordre intérieur, parce que les statuts ne vont pas spécifier, le règlement d'ordre intérieur doit préciser qu'est-ce qu'on doit faire au cas où une première assemblée ne s'est pas tenue. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? À ce moment-là, on peut en tenir une deuxième. Mais la deuxième, elle doit être convoquée. Alors souvent, on met une deuxième assemblée générale si une première assemblée générale le quorum n'a pas été atteint, qu'une assemblée générale convoquée dans les règles des statuts et du règlement d'ordre n'a pas pu se tenir. Une deuxième assemblée générale sera convoquée selon les modalités de l'article X de ce règlement d'ordre intérieur, par exemple les modalités de convocation classique d'une assemblée générale. Voilà, c'est-à-dire on reconvoque une assemblée générale et on explique par une petite lettre, on renvoie des convocations et on recommence. Alors, parfois, une deuxième assemblée générale ne se tiendra toujours pas, parce que le quorum n'est pas atteint. Là, c'est que vous avez des problèmes dans votre association. Ça veut dire que vous n'avez pas tenu à jour la liste des membres. Vous voyez, parfois ça peut être problématique. Très problématique. Il y a des associations qui, comme ça, ont pourri, entre guillemets. Et le jour où vous voulez retenir une assemblée générale, vous ne pouvez pas le faire. Parce que la plupart des membres, soit sont dans un autre pays, ou ne sont plus là dans vos activités d'église depuis je ne sais combien de temps, vous ne savez même pas où ils sont. Vous savez, des fois, c'est très difficile. Moi, je connais comme ça des associations où les gens disent « Ah, ce membre-là, je ne sais même plus, je crois qu'il a déménagé, mais je ne sais même plus où il est. » Vous imaginez? Mais ça va quand il y en a un, ou voire deux. Mais quand vous avez la moitié ou les 3/4, parce que vous avez laissé pourrir ça pendant des années, ça peut vous poser des problèmes juridiques. C'est pas évident. Et là, parfois, il faut revoir. Soit il faut fermer l'association, ou soit il faut la laisser pourrir, ou soit vous allez voir des autorités compétentes pour vous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et à ce moment-là, avoir un module de quoi faire. Alors, parfois, dans certaines associations, on peut dire, bon, si la première AG ne s'est pas tenue, on en convoque une deuxième. Si la deuxième AG n'a pas pu, le quorum n'était pas atteint, à ce moment-là, à la troisième assemblée générale, les décisions seront prises. Une troisième assemblée générale sera convoquée, les décisions seront prises seulement au nombre, à la majorité des membres
qui seront présents ce jour-là. Ça veut dire que si vous avez 3 membres, il suffira de 2 personnes pour prendre des décisions. 2 personnes qui disent oui, une qui dit non, ça suffira pour prendre des décisions. Ça veut dire que n'importe qui viendra ce jour-là, qui est membre, il n'y aura plus de quorum à atteindre à ce moment-là. Et vous le précisez dans votre règlement d'ordre intérieur. Demandez à des juristes, ils vous aideront à rédiger ce genre de statut. D'accord ? Mais sachez-le, il y aura de très graves conséquences, que ce soit involontaire ou volontaire, qu'un représentant légal prenne des décisions, tienne une assemblée générale, si le quorum n'est pas atteint. Ne faites jamais ça. Si le quorum n'est pas atteint, vous ajournez l'assemblée générale et cherchez pourquoi les gens ne sont pas venus. Et méfiez-vous, si vous avez mal convoqué votre assemblée générale, c'est dangereux, parce que c'est vous qui avez pris la décision, et il y a votre signature dessus. Ça peut être dangereux pour vous juridiquement parlant. D'accord ? Donc vous devez faire attention d'être à jour avec vos membres, que les convocations aient été envoyées correctement, d'avoir dans votre règlement d'ordre intérieur des modalités de convocation de la 2e assemblée générale, et éventuellement d'une 3e assemblée générale. Comme ça, c'est clair, il n'y a pas d'équivoque possible. Si vous n'avez pas ça, vous avez un vide juridique, qui parfois peut vous créer des problèmes. Mais ne tenez jamais une assemblée générale où vous n'avez pas un quorum qui est atteint, statutairement parlant. Très dangereux. Ça ne vaut rien d'abord juridiquement parlant. Et d'autre part, vous risquez d'être accusé par des gens qui peuvent être mal intentionnés de vouloir manipuler l'assemblée générale. Parce que rappelez-vous, c'est qu'au travers de l'assemblée générale, vous pouvez prendre toutes les décisions que vous voulez dans une association. À partir du moment où les gens disent oui et qu'ils votent, et que c'est entériné par un procès verbal. On verra ce document qui doit être rédigé. Et vous mettez ça, ça peut être notarié quelque part, ça dépend des pays où nous sommes, on notarie ça, ou on dépose ça dans une préfecture, enfin bref, on amène ça légalement, et c'est fini. Ces décisions qui sont prises là sont des décisions qui sont devenues légales à partir du moment où l'Assemblée s'est tenue légalement. Mais si elle s'est tenue illégalement, le responsable premier qui fera ça, qui sera, je dirais, condamnable, c'est le représentant légal, c'est le président de l'association. Et là, il fait une faute grave. Il viole les statuts. Et crois-moi, si vous tombez sur quelqu'un, un juge qui n'est pas content par rapport à ça, il peut vraiment vous donner une peine qui peut être mauvaise pour vous. D'accord ? Donc ne faites jamais ça. Ça peut être une erreur involontaire ou volontaire, mais ne faites jamais ça. Vous pouvez être accusé d'avoir fait ça volontairement, alors que peut-être vous ignorez certaines choses, mais rappelez-vous d'une chose, nul n'est censé ignorer la loi. Si vous avez des statuts, si vous êtes en charge d'une association, vous avez une responsabilité très importante devant la loi. Si vous violez vous-même la loi de choses dans lesquelles vous êtes en charge, c'est extrêmement dangereux pour vous et pour votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse.